Bonjour, je m'appelle Romain Minier, je travaille à la direction R&D de RTE, le réseau de transport d'électricité, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité à haute tension pour la France. Et je vais vous exposer les travaux que nous avons réalisés depuis déjà quelques temps sur le concept d'un poste de raccordement haute tension sous-marin. Alors avant de commencer, peut-être quelques éléments de contexte pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que nous avons été amenés à travailler sur ce sujet. Il faut savoir que RTE, donc de par sa position de gestionnaire de réseau de transport d'électricité, a en charge le réseau onshore, mais également le réseau offshore qui est en train de se construire. Donc vous avez là sur les transparents quelques exemples de nos projets en cours, donc des projets d'éolien offshore posés, des projets de démonstrateurs d'éolien offshore flottants, et éventuellement, dans un avenir proche, des projets de raccordement d'énergie hydrolienne. Et en fait, il faut savoir que le concept de poste sous-marin est apparu justement comme une solution potentielle de raccordement pour les futures fermes d'éoliens flottants ainsi que pour l'hydrolien. Alors pourquoi avoir un poste de raccordement sous-marin ? Eh bien pour différents facteurs. Le premier, le plus évident, c'est réduire l'impact visuel et du coup l'acceptation du projet. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ne se voit pas, hormis pendant les phases de travaux, à la mise en service ou au démantèlement. Le deuxième driver, c'est le fait de devoir aussi réduire fortement le nombre de câbles d'atterrage. Généralement, les régions dans lesquelles on se raccorde, ça correspond à des parcs naturels régionaux ou à des espaces où la loi littorale est en vigueur, donc sur lesquels on a un nombre d'atterrages limité, d'où la nécessité de passer en haute tension pour réduire le nombre de câbles à l'atterrage et limiter les traversées à terre. Et enfin, le dernier driver, qui est arrivé un peu sur le tard, là je vous en parlerai à la fin, c'est le fait de permettre potentiellement de supprimer le recours aux câbles dynamiques haute tension sous-marins, qui sont aujourd'hui encore des technologies très en phase R&D, sur lesquelles la réalité industrielle n'est pas encore faite. Alors, pour donner un peu quelques éléments sur le contexte global, le contexte de cette étude correspond finalement à un raccordement d'une ferme commerciale hydrolienne de 500 MW. Avec un certain nombre de critères. Donc dans cette étude, on a pris en compte le fait d'avoir un objectif de disponibilité globale de l'ordre de 95%, une durée de vie de l'installation de l'ordre de 25 ans, une robustesse des coûts estimée sur l'ensemble du cycle de vie de l'ordre de 30%, et un point alors important, c'est qu'il n'y a absolument pas de partie de câble de raccordement, hormis ce qui est strictement nécessaire pour le poste en lui-même, qui est pris en compte dans l'évaluation économique du projet. Donc ceci étant passé, je vais vous présenter maintenant donc les architectures de postes sous-marins auxquelles nous avons abouti. Les contraintes, donc, pour rappel, donc, on est vraiment sur un raccordement d'une ferme hydrolienne. On a trois grandes caractéristiques techniques qui ont été prises en compte. La première, la plus évidente pour une installation sous-marine, c'est la profondeur. Donc on est parti sur une profondeur de l'ordre de 50 mètres. Ensuite, donc on parle d'hydrolien, donc ça n'a de sens que s'il y a des courants suffisamment importants. Donc on est parti sur une vitesse de courant pour le dimensionnement des installations de l'ordre de 3,50 m secondes. Et également, donc on est en environnement marin, donc les hauteurs significatives de vagues rentrent en jeu pour le dimensionnement des installations. Et donc là on est parti sur un risque centenal dans la région atlantique qu'on a étudiée. Donc on est parti sur une hauteur de houle significative de l'ordre de 10,50 m. On a étudié donc ce raccordement de 500 MW donc avec deux tensions principales. Une première donc de 225 kV pour le raccordement onshore et une seconde de 90 kV. Évidemment, plus on monte en tension, moins on a besoin de blocs unitaires. Alors, juste pour vous préciser aussi, au sein de chacune de ces tensions, en fait, on a subdivisé ça finalement à chaque fois en deux catégories. La première était donc selon une architecture que l'on a appelée la solution, on va dire, intégrée. Et la seconde était la solution dite modulaire, où finalement le principe c'est qu'on reprend toutes les fonctions de la solution de la structure intégrée et finalement on les éparpille sur le fond de la mer pour finalement augmenter le nombre de modules et de blocs pour aboutir à la même fonction mais avec une architecture légèrement différente. Donc ça concrètement, quand on regarde un peu plus dans le détail, ça nous amène à pas mal de variations. Donc là, vous avez donc sur ce premier schéma donc la partie donc 225 intégrée qui va arriver. Vous allez voir que finalement, pour accorder les 500 MW, l'hypothèse qui a été prise finalement, c'est de séparer ça en deux monoblocs de 250 MW chacun.
dans lequel on retrouve finalement les trois fonctions essentielles d'un poste de raccordement offshore. La partie arrivée, donc collecte des énergies offshore à raccorder, donc via généralement des tableaux moyenne tension. Ensuite, un transformateur électrique pour justement augmenter la tension et donc à terme limiter le nombre de câbles d'export donc que vous avez sur le milieu de l'architecture. Et enfin derrière, un poste haute tension, donc là en l'occurrence à 225 kV, qui permet finalement après de partir directement sur le raccordement vers le réseau à terre, le réseau onshore de RTE. Ensuite, deuxième architecture donc, qui a été utilisée donc, exactement pareil, mais cette fois-ci en 90 kV. Donc là, par des contraintes de transit qu'on a sur les câbles, on a finalement une puissance unitaire de chacun des blocs qui est plus faible. Tout à l'heure, on était sur 250 MW par bloc. Là, maintenant, on est sur 100 MW par bloc. On a ensuite donc, étudié donc, des architectures plus modulaires. Là, concrètement, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que finalement les fonctions sont rigoureusement les mêmes. La seule différence, mais qui est de taille, c'est qu'on a finalement séparé ces grandes fonctions en blocs unitaires, en modules, chacun sous-marin, qu'on installe directement sur le fond de la mer. Et enfin, même chose, et cette fois-ci pour le 90 kV, avec encore une fois la même contrainte, où on est sur des blocs unitaires avec une puissance plus faible, de par les contraintes de transit qu'on a sur ces câbles de plus faible tension. Il y a quand même une différence de taille, alors qui saute peut-être pas forcément aux yeux là sur le slide, mais c'est que pour chacun de ces blocs, en fait, on est parti sur une structure intégrant des transformateurs électriques sous-marins. Et ça, je reviendrai un peu plus dans le détail là, sur le slide suivant. Donc ça, c'est vraiment les 4 grandes architectures qu'on a étudiées d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue économique. Alors si on regarde maintenant un peu plus dans le détail sur ce que contient chacune de ces architectures. Alors, pour le 225 en structure intégrée, donc là vous retrouvez le schéma électrique d'un bloc donc de 250 MW. Et vous allez voir finalement qu'en prenant donc les différentes contraintes de dimensionnement que j'avais évoquées juste avant, à savoir une profondeur de l'ordre de 50 mètres, une hauteur significative de vague de 10,50 m et un courant de 3,50 m secondes, on arrive finalement à des architectures assez imposantes. Donc là, vous avez une vue en coupe de la structure intégrante de 225 kV. Donc à l'intérieur de cette structure, vous retrouvez donc le transformateur électrique, donc qui va convertir l'énergie de 33 kV à 225 kV. Vous avez les arrivées des câbles, ce que vous voyez sur les côtés, ça correspond à l'arrivée des câbles, des grappes d'hydroliennes. Donc on a pris une hypothèse de 20 MW par câble. Et puis ensuite, tout ça donc repart via des câbles export que vous voyez sur la partie haute et droite de l'écran pour justement après arriver sur le réseau onshore, et on voit effectivement qu'on a gagné un facteur quasi 10 entre le nombre de câbles qu'on avait à l'entrée et le nombre de câbles qu'on a à gérer en atterrage. Alors ensuite, donc ça c'était simplement pour la vue de coupe classique. Quand on regarde après vraiment les dimensions, on arrive sur quelque chose d'assez imposant, donc on est vraiment sur le dimensionnement l'ordre de grandeur des dimensions d'un sous-marin. On a donc une structure donc cylindrique qui fait à peu près 15 mètres de diamètre sur une longueur totale de plus de 30 mètres et pour un poids à terre de l'ordre d'à peu près 6000 tonnes. Donc on est sur quelque chose d'assez imposant pour lesquels les moyens d'installation marins sont à prendre en compte évidemment. Alors après ensuite juste très rapidement donc le schéma unifilaire, mais ça je vais pas me pesantir dessus. La même chose cette fois-ci mais pour une architecture un peu opposée, donc là on n'est plus en intégré, on est en modulaire et on n'est plus en 225 kV mais on est en 90 kV et donc là c'est là où vous allez pouvoir voir un peu plus dans le détail la différence de taille qui est potentiellement avec ce niveau de tension et ce niveau de puissance. On envisage d'utiliser directement des transformateurs électriques de puissance directement sous-marins. Donc là, vous avez le schéma d'une réalisation donc d'un prototype. Et donc qui est vraiment un transformateur qui de base est vraiment fait pour aller directement dans l'environnement marin et pour lequel il n'y a pas besoin d'encapsuler ça dans une enceinte étanche comme les structures qui ressemblent à des sous-marins qu'on a montré tout à l'heure. On a donc toujours des blocs assez imposants en termes de dimensions. On a l'ordre de grandeur est à peu près donc similaire. On a des colis qui sont quand même un peu plus légers, clairement. Donc là, on passe de 6000 tonnes là, pour les structures monoblocs 225 kV à un ordre de grandeur de l'ordre de 1000 tonnes. Donc c'est des choses qui sont déjà beaucoup plus facilement transportables.
pareil, je ne vais pas aller dans le détail du schéma unifilaire. Alors, je parlais tout à l'heure par rapport au poids des colis, que les opérations marines sont quelque chose de très important dans le dimensionnement notamment de l'enveloppe économique, aussi bien pour la phase d'installation que les phases de maintenance. Et il faut à tout prix prendre en compte la viabilité, on va dire, industrielle de la manipulation de ce genre de structure. Alors concrètement, quand on fait un peu l'inventaire des navires, notamment des navires de levage marin qui sont capables de lever plusieurs milliers de tonnes, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et notamment dès qu'on dépasse les 6000 tonnes, qui était notre masse qu'on avait identifiée donc avec la structure 225 kV et 250 MW, on se rend compte que finalement on n'a que 2 ou 3 navires dans le monde qui sont capables de lever ces structures-là. Donc ça nous semble peu réaliste, peu industriel comme approche. Donc ce que nous avons étudié justement, c'est la possibilité d'avoir une structure flottante, puisqu'il se trouve que ce cylindre alors certes il est très lourd, mais il a le bon goût d'être flottant naturellement. En fait, il sera rempli avec une atmosphère inerte, probablement de l'azote, pour éviter les risques d'incendie et les risques de corrosion. Et il se trouve que ce volume mort finalement d'azote fait que la structure est naturellement flottante. Donc l'idée, ça serait d'amener cette structure en flottaison, donc simplement en remorquage. Et à terme, une fois positionné donc sur le lieu de raccordement, de simplement finalement venir la ballaster pour finalement l'amener en position sur le fond de la mer à 50 mètres. Et donc ça nécessite finalement des navires d'opération beaucoup plus légers. Alors, ensuite, donc juste rapidement sur la partie évaluation économique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette partie-là, mais c'est quelque chose qu'on a regardé justement sur l'ensemble du cycle de vie, donc à l'installation, mais jusqu'à la fin de vie, donc au bout de 25 ans. On a donc pour cela essayé de dimensionner la stratégie de maintenance, notamment préventive, en fonction de la fiabilité du système que nous avions designé. Donc on a pris en compte un événement redouté qui était la perte d'une grappe d'hydrolienne de 20 MW. En faisant tourner justement le modèle de sûreté de fonctionnement associé à nos différentes architectures, aux 4 architectures que j'ai présentées un peu plus tôt, et finalement on arrive à un taux de défaillance, un nombre d'avaries au niveau de la durée de vie de 25 ans. Et vous voyez, donc là vous avez les chiffres là en bas, donc en gros retenez qu'on peut, en fonction des types de structures qu'on a, on peut être amené à relever la structure entre 2 à quasiment 8 fois pendant 25 ans. Donc ça a un impact éventuel très très fort sur les coûts de maintenance et sur les coûts, l'enveloppe budgétaire globale. En fait, on se rend compte que finalement les structures les moins fiables, ce sont les structures modulaires, puisqu'on rajoute des interfaces, on rajoute des connecteurs sur lesquels on est encore assez sceptique, des connecteurs sous-marins sur lesquels on est très sceptique quant à la fiabilité. Donc tout ça pris en compte, l'idée c'est aussi de comparer un peu ces structures sous-marines par rapport à des structures plus classiques type topside, donc avec des plateformes de raccordement émergées, et finalement, donc, sans rentrer dans le détail des coûts, en prenant la référence qui était un raccordement en 225 kV et avec un bloc de 250 MW, donc qui est notre base 100 finalement, on arrive finalement à une structure qui, d'après nos premiers calculs, donc, semble optimale au niveau de la structure 250 MW en intégré en 225 kV, où là finalement on a un surcoût qui serait de l'ordre d'une dizaine de %. Et finalement on se rend compte que sur les structures type 90 kV, finalement le coût est à peu près similaire entre du topside 100 MW versus du topside 100 MW en structure monobloc, en structure intégrée en sous-marin. Donc finalement, de toutes ces études qu'on a pu conduire, qu'est-ce qu'on peut en conclure aujourd'hui, donc de cette étude, sa première étude R&D, donc RTE a menée, on peut conclure, la première conclusion, c'est que un poste de raccordement offshore sous-marin semble techniquement réalisable. Il y a un certain nombre de verrous technologiques à lever, mais on n'est pas arrivé à des incompatibilités fortes de dimensionnement mécanique sur les structures à mettre en œuvre, ni sur l'opérabilité. Ça nous semble aussi quelque chose d'économiquement compétitif par rapport aux autres types de raccordements plus conventionnels, plus classiques, en tout cas dans un contexte particulier de raccordement hydrolien. Des études doivent être faites effectivement dans d'autres stratégies de raccordement.
Et enfin, on se rend compte aussi que pour le raccordement de postes, de raccordement d'éoliens flottants, finalement, ce genre de technologie pourrait permettre d'être une solution qui leverait la contrainte des câbles dynamiques, puisqu'avec un poste de raccordement sous-marin, finalement, on aurait des câbles dynamiques uniquement du côté du producteur et le raccordement vers le réseau onshore de RTE se ferait avec un câble sous-marin, tout ce qui est le plus classique, puisqu'on aurait une structure qui serait vraiment posée au fond de l'eau. Donc ça, c'est pareil, quelque chose qui nous semble aussi intéressant de creuser pour un peu définir le futur portefeuille de type de raccordement que l'on pourrait proposer à des clients. Et enfin, donc, quelque chose sur lequel il faut insister fortement, il s'agit d'une étude R&D. Donc, toutes les conclusions qui sont présentées ici sont à prendre avec cette lecture-là. Donc, il y a encore énormément de choses à creuser, à rendre beaucoup plus robustes dans les hypothèses prises. Et c'est pour ça que RTE s'associe avec un projet qui va commencer là tout prochainement, dans les prochains mois, qui s'appelle LISOR, pour Low Cost Innovative Substation for Offshore Renewable Energy, qui est porté par un consortium hébergé par l'Institut pour la transition énergétique France Énergie Marine. Et donc RTE assurera la direction scientifique de ce projet en lien avec pas mal de partenaires, donc avec EDF, Naval Energy, Inoci, STX, le CEMREF de Centrale Nantes, l'Université de Caen et l'Université de Nantes. Il y a également Siemens qui vient de donner son accord pour participer à ce projet-là. Donc voilà, l'idée de ce projet, c'est d'aller beaucoup plus loin et de confronter ce concept pour lequel RTE a travaillé avec d'autres acteurs de façon à étoffer un peu la palette des raccordements potentiels pour les futures énergies marines. Merci beaucoup.